Et je remercie les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à parler de ces Corans de Tachkent et de Katalangar qui sont, si j'ose dire, de vieux amis. Dans le monde musulman, depuis l'Asie centrale jusqu'aux rives de l'Atlantique, on connaît l'existence en plusieurs endroits de Corans de Osman. Cette désignation se rapporte à des copies du Coran qui, généralement selon une tradition locale, plus rarement par le biais d'un colophon, c'est-à-dire d'une note enregistrant la fin de la copie, entretiennent un lien avec le troisième calife, Osman ibn Affan, qui régna entre 644 et 656. Comme vous le savez, la tradition musulmane attribue à ce dernier l'initiative de la mise par écrit du Coran qui déboucha sur un texte qui, en principe, est la base de la transmission écrite, mais aussi orale, et qui définit encore les éditions du Coran de nos jours. Au terme de cette opération, il aurait fait envoyer dans les provinces de son empire des copies dont le nombre varie selon les sources entre 4 et 7. Mais ce n'est pas le seul lien entre le calife et le Coran. Il aurait en effet été assassiné alors qu'il lisait un exemplaire du Coran. J'ajouterais, pour terminer cette évocation califienne, que les Abbassides ont sans doute contribué à conférer une valeur spéciale au Coran de Osman. Des textes indiquent en effet qu'ils tenaient à côté d'eux, au cours de cérémonies, le Coran de Osman, dont il est impossible de dire s'il avait effectivement appartenu au troisième calife ou s'il s'agissait d'une pieuse légende. Les deux épisodes de l'histoire des débuts de l'islam que je viens de rapporter sont à l'origine de l'apparition de ces Corans de Osman, mais il convient de signaler qu'il existe aussi des Corans de Ali et d'autres Corans de figures majeures de la période des débuts de l'islam. Dans tous ces cas, le lien presque immédiat avec la révélation, on pourrait parler techniquement d'un isnad court, c'est-à-dire une chaîne de transmission réduite entre le point de départ et le point d'arrivée, confère à ces reliques une authenticité absolue et un pouvoir considérable. Par ailleurs, un hadith attribué au prédécesseur de Osman, Omar ibn al-Khattab, qui régna de 634 à 656, a sans doute aussi joué un rôle dans la formation de la représentation que l'on s'est faite de ces exemplaires. Selon le calife, les copies du Coran devaient être de grande taille. À l'exception du cas abbasside, qui date donc de la fin du 8e ou du début du 9e siècle, les attestations que nous possédons à propos de ces manuscrits sont plus tardives. Ce qui pourrait être la mention la plus ancienne date de la veille de la prise de Jérusalem par les croisés. Devant l'avance de ces derniers, la Tabek Turtekin aurait fait rapatrier vers Damas un Coran de Osman qui était conservé à Tibériade. Il l'aurait fait placer dans la mosquée des Omeyyades, où il fut par la suite l'objet de la vénération des Damasquins. Salah ad-Din al-Munajjid a recensé de son côté, dans des sources de différentes époques, des manuscrits dits de Osman. Outre celui de Damas, il signalait une copie à Médine, à la Mecque, au Caire, à Basra, à Kérouan, à Cordoue, à Homs, Nisib ou encore Bagdad. De leur côté, les bibliothèques ou d'autres institutions conservent des manuscrits qui sont présentés comme des Corans de Osman. À Istanbul, j'en connais au moins 4. Généralement, l'attribution au calife Osman repose sur une tradition locale, donc on n'a pas de preuves écrites. Plus rarement, comme c'est le cas du manuscrit du musée des arts turcs et islamiques d'Istanbul, un faux colophon assez peu convaincant. Deux manuscrits conservés au moins partiellement en Ouzbékistan sont dans le même cas. Le premier, qui figure dans l'exposition, est le Coran de Katalangar, ainsi nommé parce qu'il s'est trouvé jusqu'à une date assez récente dans un sanctuaire de la confrérie soufie Rishkiya remontant au XVIe siècle et situé à environ 70 km au nord de Shahrisabz. On en conserve à Tachkent 12 feuillets de format vertical et de grande taille, et on retrouve l'idée que transmet le hadith de Omar. Il mesure en effet 52 cm sur 32. Le nombre des lignes n'est pas régulier et varie de 23 à 26. Le texte du manuscrit est intéressant.
Il appartient à une époque où le texte coranique était encore relativement fluide, mais il correspond grosso modo à celui de la Vulgate haussmannienne telle que nous la connaissons de nos jours. Efim Rezvan avait cependant identifié 4 particularités textuelles que la tradition musulmane associe à une autre version du Coran transmise par un des compagnons de Muhammad, Ibn Mas'ud, qui est mort en 653 ou 654, et que les autorités musulmanes des premiers siècles se sont employées à éliminer de manière radicale. En d'autres termes, le manuscrit de Katalangar, tel qu'il était originellement, n'était pas complètement haussmannien. Un spécialiste des lectures coraniques s'est chargé par la suite de rectifier les passages concernés et peut-être également d'introduire des corrections orthographiques pour améliorer la précision de la copie. S'appuyant sur les résultats d'une analyse au carbone 14 du parchemin, Rezvan avait daté cette copie de la fin du 8e, voire du début du 9e siècle. Plusieurs particularités de ce Coran sont cependant davantage en phase avec la production manuscrite de la première moitié du 8e siècle, voire du début de la seconde. Ainsi, il conserve le format vertical des copies qui appartiennent à la strate la plus ancienne que nous connaissons. Son orthographe est encore marquée par des traits archaïques, et l'écriture, qui appartient au groupe paléographique B1b, excusez-moi ce détail technique, bien que représentant une évolution par rapport à une phase plus ancienne des écritures coraniques, est clairement antérieure à celles qui sont caractéristiques du IXe siècle. Comme tant d'anciens Corans, les feuillets du manuscrit sont dispersés. Plus d'une dizaine sont restés en Ouzbékistan, à Tachkent, à Bukhara, mais l'essentiel est de nos jours conservé à Saint-Pétersbourg. De fait, le manuscrit était déjà bien connu depuis un certain temps, puisque le grand arabisant russe Ignati Kratchkovski l'avait acquis pour l'Institut d'études orientales de Saint-Pétersbourg en 1936. Il en avait parlé dans son petit livre de souvenirs sur les manuscrits arabes, rapportant la façon dont il avait reconnu qu'il s'agissait d'un ouvrage qui avait appartenu à Irénei Nofal, un arabisant d'origine libanaise qui avait rejoint la Russie vers 1860. La conclusion s'était imposée à lui, cette copie du Coran provenant du Levant, puisque Nofal en était originaire, était donc bien évidemment la conclusion qui s'imposait. Et cette identification avait été maintenue par Rezvan. La découverte des feuillets de Katalangar changea complètement la situation. La possibilité qu'il s'agisse d'une copie réalisée dans la partie orientale du monde musulman devait être envisagée. Au cours des dernières années, les progrès de notre connaissance des manuscrits anciens du Coran en Iran ont apporté de nouveaux éléments qui invitent à reconsidérer la diffusion du style B1b, notamment dans le Khorasan voisin. Cela laisse ouverte la possibilité qu'il s'agisse d'un Coran produit dans cette région, peut-être pas dans le territoire actuel de l'Ouzbékistan, mais au moins à proximité. Le décor est sans doute l'élément le plus intrigant. Alors que l'écriture est en quelque sorte bien connue, il est, le décor, unique en son genre. Son interprétation est difficile. Les formes géométriques sont trop communes pour offrir des pistes exploitables. Celles qui pourraient rappeler des éléments architecturaux, par exemple, ici vous avez quelque chose qui pourrait être deux colonnes avec un toit, ici encore. Donc ces éléments qui pourraient rappeler des éléments architecturaux nous rapprocheraient d'un répertoire omeyyade. Le titre qui figure ici n'est pas utilisable pour la datation puisqu'il s'agit d'un ajout du Xe siècle. Différents indices invitent à dater le manuscrit de la première moitié du 8e siècle. Tout autre est le Coran de Tachkent, qui était conservé à Samarcande jusqu'en 1869, quand les autorités russes en firent l'acquisition et le transférèrent à Saint-Pétersbourg. Nous devons les renseignements que nous possédons à Chebounin, j'ignore quel est son prénom, c'est un mystère bibliographique, c'est A. Chebounin, je ne sais pas si c'est Alexis ou autre chose, qu'il a minutieusement examiné alors. Selon une tradition locale,
Ce manuscrit était la copie du Coran que le calife Osman lisait lorsqu'il fut assassiné et dont il tacha les pages de son sang. À Samarcande, il se disait qu'il provenait d'Istanbul, où le calife de Roum l'avait offert au Khaja Harrar, un saint homme de Samarcande, ou bien encore qu'il l'avait remis à titre de récompense à un disciple du Khaja, un contemporain de Tamerlan. C'est à la suite d'une décision de ce dernier que, selon un autre informateur local dont Chebounin avait recueilli les informations, que le manuscrit avait été apporté à Samarcande vers la fin du XVe siècle. Donc les deux anecdotes coïncident à peu près en ce qui concerne la date. Il resta dans la bibliothèque de Saint-Pétersbourg jusqu'en 1917, lorsque les autorités soviétiques décidèrent de le remettre à la communauté musulmane d'Asie centrale. Sur la base du texte trouvé sur les feuillets que nous connaissons et en supposant que la densité de l'écriture n'ait pas varié considérablement, on peut estimer que la copie comportait environ 1000 feuillets. À la fin du XIXe siècle, elle n'était plus complète et contenait seulement 353 feuillets mesurant 55 cm sur 70. Et vous reconnaissez que c'est exactement, donc un feuillet fait le double d'un feuillet de Katalangar dont je viens de parler à l'instant. Et sur ces 353 feuillets, 69 étaient des substitutions en papier. Depuis, certains feuillets ont été dérobés, tandis que d'autres, qui n'étaient pas du nombre de ceux que Chebounin examina, sont apparus au cours des 20 dernières années sur le marché des antiquités. Un certain nombre se trouvent au musée d'art islamique de Doha et les photos que je vais vous montrer viennent de là. En 1992, une maison d'enchères fit effectuer une analyse du carbone 14 du parchemin à partir d'un échantillon prélevé sur un unique feuillet. Le résultat indiquait une possibilité de 68% pour une date comprise entre 640 et 765 de notre ère et de 95% pour une date comprise entre 595, donc là on peut l'exclure puisque c'est antérieur à l'islam, et 855. Le texte est écrit sur un parchemin plutôt épais. Chebounin notait déjà que les feuillets de parchemin avaient été empilés les uns sur les autres dans la même position, avec le côté chair comme recto des feuillets depuis le début jusqu'à la fin, une disposition similaire à celle d'un fragment parisien, l'arabe 324 de la Bibliothèque nationale, qui ressemble beaucoup au Coran de Tachkent. Chaque fois que le manuscrit était ouvert, le lecteur voyait donc à droite un feuillet avec le côté poil et à gauche le côté chair, le premier légèrement jaunâtre et avec l'écriture bien lisible, et le second d'une apparence plus blanche avec l'écriture tendant à s'effacer. Le nombre même des feuillets et leur séquence particulière impliquait que chaque feuillet représentait une feuille entière de parchemin. En d'autres termes, 1000 bêtes avaient été nécessaires pour réaliser cet exemplaire. Et bien sûr, la chair avait dû être mangée, c'était un joli méchoui. Le manuscrit avait donc l'apparence d'un codex, mais il avait perdu ce qui en fait le composant de base, à savoir le bifeuillet. Il s'agit donc de ce que l'on appelle un format in plano. Seuls les feuillets faisant partie du même lot que ceux de Doha laissent voir leur partie du côté du dos, là où se trouvait la couture, et une bande qui pourrait être les traces d'une colle. On distingue des piqûres qui pourraient correspondre au passage de fil. Vous les voyez sur l'écran. Et il s'agit donc d'une série de feuillets qui se trouvent à Doha et qui font une séquence textuelle continue, et on voit que les trous coïncident bien les uns avec les autres, donc il s'agit sans doute de quelque chose qui a été utilisé à un moment X pour tenir ensemble les feuillets. Une hypothèse serait que les manuscrits étaient par exemple montés sur des talons avec un fil passant dans les trous que vous voyez ici, mais je n'en suis pas absolument sûr. Le ou les copistes en charge du manuscrit étaient sans doute des professionnels qui travaillaient dans des conditions difficiles en raison de la taille même des feuillets.
Ces derniers étaient certainement maintenus inclinés au cours de l'opération de copie, peut-être sur une sorte de planche, comme le suggère la façon dont l'encre appliquée sur le parchemin a coulé vers la partie inférieure des lettres avant de sécher. Vous le voyez très clairement, par exemple, dans cette lettre d'Al, vous voyez que l'encre a tendance à aller vers le bas. D'autre part, la large extrémité de l'outil d'écriture ne permettait pas toujours aux copistes de tracer d'un trait régulier les lettres du texte ou d'obtenir immédiatement une forme satisfaisante. À plus d'un endroit, il a dû réancrer le texte, un processus qui, dans certains cas, a pu également avoir lieu à une date ultérieure. Selon les règles de cette époque, le texte est réparti de manière uniforme sur le feuillet, sans distinction entre les espaces entre les mots et ceux qui se trouvent éventuellement à l'intérieur du même mot, quand ce dernier contient une ou plusieurs lettres qui ne s'attachent pas à la suivante. Là, je ne vais pas vous faire un cours sur l'écriture arabe, mais vous savez qu'il y a certaines lettres qui sont attachées à la suivante quand elles font partie d'un mot, et d'autres qui, en revanche, ne s'attachent jamais, même quand elles sont à l'intérieur d'un mot. Et là, donc, vous avez plusieurs endroits, par exemple ici, vous voyez que rab est coupé à cet endroit. Ça, ce n'est pas un tiret pour marquer la césure. La lettre, donc celle-ci, fait partie du même mot que celle qui vient au début de la ligne suivante. Donc ça, ce serait impensable de nos jours, mais à l'époque, c'était parfaitement autorisé. La hauteur de l'écriture se combine avec l'importance donnée à la composante horizontale, soulignée par l'allongement de certaines lettres. Chebounin a publié une planche avec quelques exemples spectaculaires où un seul mot occupe toute une ligne. Ça n'est pas ici un texte suivi, ce sont des exemples qu'il avait sélectionnés. Le copiste a également utilisé des tirets en fin de ligne de manière à avoir une marge extérieure correcte. Ces traits ne sont pas des tirets de séparation. Vous voyez ici, par exemple, vous avez une fin de verset et immédiatement après un tiret. Le seul but de cela, c'est d'avoir visuellement une justification correcte de ce côté-là à gauche. À droite, c'est beaucoup plus facile. L'écriture des feuillets de Doha présente une lointaine relation avec un groupe d'écriture que j'ai baptisé le type B, mais elle en reste globalement distincte. Ce peut être la conséquence tout simplement de la taille même de l'écriture qui a imposé aux copistes une adaptation des caractéristiques d'une écriture que nous connaissons surtout dans des formats beaucoup plus petits. L'enluminure qui a survécu consiste en décors qui marquent la fin des groupes de 10 versets et des bandeaux de sourates. Les premiers sont des carrés, vous en voyez un dans le cercle rouge, dans lesquels est inscrite une étoile à 4 branches et un cercle central où figure l'indication du nombre de la dizaine avec des lettres à valeur numérique tracées à l'encre rouge. Sur différents feuillets de Doha, ces décors ont été totalement ou partiellement arrachés, ce qui explique le trou que vous voyez sur ce feuillet. La même chose est arrivée à une partie de l'enluminure qui sépare les sourates 21 et 22, dont il ne reste ici que la vignette dans la marge extérieure. Celle qui figure entre les sourates 22 et 23 est mieux préservée. Comme celle des feuillets de Tashkent qui ont été reproduits par les enluminures qui ont été reproduites par Chebounin, elle repose sur la répétition côte à côte de modules carrés à motifs géométriques de manière à couvrir tout l'espace que le copiste a laissé pour l'insertion du décor. La présence de vignettes à chaque extrémité du bandeau, donc les vignettes sont, l'une est ici, l'autre, on ne la voit pas, elle a été arrachée, mais elle était présente dans des exemples de Tashkent. Donc la présence de vignettes à chaque extrémité du bandeau correspond à une phase ancienne des programmes décoratifs dans les Corans. Comme on peut le voir, ces ornements ne contiennent absolument aucune information comme le titre ou le nombre des versets de la sourate, à la différence de ce qui deviendra par la suite la règle. La présence, immédiatement après la fin du texte de la sourate 22, d'un décor
alors je n'ai pas cerclé, mais c'est ici. Vous voyez, ce décor n'est pas simplement une fin de verset, c'est l'indication du nombre total des versets de la sourate qui s'achève, ce qui pourrait signifier que les bandeaux étaient conçus comme des éléments finaux des sourates, une présentation qui est également propre au premier temps de la transmission écrite du Coran. Dans l'espace laissé vide après le dernier mot de la sourate 22, cette flèche est également quelque chose de très curieux qui s'apparente à des décors que l'on connaît surtout sur des copies de la période omeyyade. Plusieurs datations ont été proposées, elles apparaissent à l'écran. Celle de chez Bounin reposait sur l'identification du type de texte qui figurait sur le manuscrit. Jeffrey et Mendelssohn avaient proposé le IXe siècle plus sur la base de l'orthographe, et le carbone 14, je le rappelle, avait donné ces deux possibilités. Notons tout d'abord que le manuscrit de Tachkent ressemble à deux manuscrits bien connus, celui du Caire et celui de Mashhad Hussein, également au Caire. Le format est légèrement oblong, la dimension des feuillets, le nombre des lignes à la page, 12, la façon de monter des feuilles entières de parchemin pour produire le volume, absence enfin de notation des voyelles brèves et enluminure. Leur écriture varie légèrement. Le manuscrit de Tachkent est plus proche de celui de Mashhad Hussein, qui a fait l'objet d'un facsimilé, tandis que le manuscrit du Caire, dont vous voyez ici un feuillet conservé à Gotha, s'en distingue clairement. Des sources fournissent des indices pour comprendre le contexte dans lequel ces trois manuscrits ont été produits et cerner plus précisément la date à laquelle ils l'ont été. Le juriste Malik ibn Anas, mort en 795, le fondateur de l'école juridique malikite, a exprimé des opinions légales sur le Mus'haf que ce groupe de manuscrits coraniques à 12 lignes respecte en apparence. Il désapprouvait l'usage des signes pour les voyelles brèves sur les Corans de référence, ceux qui étaient dans les mosquées, et condamnait les copies du Coran en plusieurs volumes. Il était également hostile à l'enluminure, soit parce que cela pouvait distraire le lecteur, soit parce que l'utilisation de l'or est rejetée par l'école malikite. Il est en effet surprenant que des copies qui ont nécessité un investissement absolument colossal pour l'achat des 1000 feuillets de parchemin aient fait l'économie de quelques grammes d'or pour ornementer les décors entre les sourates ou entre les versets. Des sources fournissent des indices pour comprendre le contexte dans lequel ces trois manuscrits ont été produits et cerner plus précisément la date. Ces copies énormes et extrêmement coûteuses ne peuvent être conçues que comme des copies réalisées sur commande impériale et produites à un moment où les vues rigoristes exprimées par Malik avaient pris le dessus au cours de la seconde moitié du 8e siècle. Au lendemain de la chute des Omeyyades, les autorités se devaient sans doute d'impressionner les communautés musulmanes par un geste exceptionnel. Or, l'historien égyptien Samoudi, postérieur, citant le même Malik que j'ai déjà mentionné, rapporte que le calife abbasside al-Mahdi, qui a régné entre 775 et 785, aurait commandé des copies coûteuses du Coran qu'il aurait envoyées dans les principales villes de l'Empire, imitant une mesure similaire prise quelques décennies auparavant par al-Hajjaj ibn Yusuf et lequel lui-même suivait l'exemple du calife Osman. On retrouve le calife. Dans la mosquée de Médine, dit Samoudi, toujours en citant Malik, le manuscrit abbasside avait remplacé celui des Omeyyades, un mouvement qui a coïncidé avec ce que nous savons par ailleurs de la politique d'Al-Mahdi vis-à-vis des Omeyyades. Le désir d'éliminer leurs traces dans la sphère religieuse est à l'origine de diverses décisions qu'il avait prises. Selon Tabari, il fit retirer les voiles que les Omeyyades avaient offerts pour recouvrir la Kaaba à la Mecque et qui s'étaient accumulés au cours des années sur le bâtiment de manière à les remplacer par la kiswa qu'il offrit. De même,
Il voulut éliminer la base de bois que le premier calife omeyyade, Muawiyah, avait ajoutée au minbar du prophète, la chaire sur laquelle il se mettait pour prêcher, dans la mosquée de Médine, mais dut abandonner ses plans sur les conseils du même Malik, car cette modification aurait endommagé la structure originale. Sur la base de ces différents éléments, je propose d'attribuer à la seconde moitié du 8e siècle, et plus précisément au règne d'Al-Mahdi, ce groupe de Corans in plano à 12 lignes dont fait partie celui de Tashkent. Il répondait parfaitement aux besoins de propagande du pouvoir abbasside nouvellement établi en général et ceux d'Al-Mahdi en particulier, surpassant clairement par leur taille les in-folio omeyyades. Quel fut le lieu de production de ces manuscrits ? Le patronage impérial, dont je fais l'hypothèse, peut impliquer que les copies aient été transcrites dans le voisinage du centre même de l'Empire et dans une zone très peuplée où il était possible de collecter sans trop de peine 1 millier de pots de parchemin en un laps de temps réduit. En 1891, Chebounin avait, comme je l'ai dit, suggéré que la copie de Tashkent provenait de Basra en s'appuyant sur les particularités textuelles dont la tradition musulmane affirme qu'elle figurait sur la copie haussmannienne qui était conservée à Basra. Cet argument n'est pas tout à fait convaincant et il conviendrait d'explorer plus en détail la question. Il conviendrait notamment d'étudier de plus près les décors qui pourraient refléter des traditions locales. Les différences constatées par rapport aux copies omeyyades, où la tradition de l'Antiquité tardive est très perceptible, pourraient s'expliquer si les manuscrits, ou tout au moins ceux de Tashkent et de Mashhad Hossein, avaient été préparés dans une région où cette influence était moins vive que dans la Syrie des Omeyyades. D'autres aspects doivent également être tenus en compte. La baisse de la qualité des enluminures par rapport aux Corans omeyyades, et je pense en particulier au superbe Coran de Sanaa, signifie que les artistes recrutés pour décorer les manuscrits n'avaient pas la formation de leurs prédécesseurs. Pour quelle raison ? On peut penser que cela tient au lieu de production des manuscrits, aux troubles qui ont marqué la fin de la dynastie omeyyade, ou encore au rigorisme dont témoignent les 3 copies qui paraissent se conformer aux recommandations de Malik ibn Anas et peut-être aussi à la mise à l'écart de non-musulmans de la production de copies du Coran, parce qu'on sait qu'antérieurement, des non-musulmans ont aidé à produire des copies du Coran. Les 2 Corans sont donc, vous l'avez compris, postérieurs au règne de Osman. Celui de Katalangar date de la première moitié du 8e siècle, celui de Tashkent du dernier quart de ce même siècle. Le deuxième manuscrit appartient à un petit groupe qui s'inscrit dans le contexte des débuts de la période abbasside et provient probablement de la partie centrale de l'Empire. De son côté, le premier, peut-être produit dans la partie orientale du monde musulman, fait partie d'une série paléographique bien documentée, B1b, mais dont les contours historiques sont plus flous. L'histoire ancienne des 2 copies est obscure, mais leur chemin semble s'être croisé en Ouzbékistan entre la fin du XIVe et le XVIe siècle. Les récits s'accordent en effet sur le fait que sous Timour, le Coran de Tashkent a été apporté de loin à Samarcande et y est passé sous la tutelle de la confrérie Naqshbandi. Il n'est pas impossible que les cheikhs de la Ishqiya à Katalangar aient voulu contrebalancer le prestige que retiraient leurs rivaux de leur Coran de Osman en possédant un eux-mêmes, à côté d'autres reliques liées au prophète Mohammed, des poils de sa barbe, un rosaire et un manteau. Je n'ai pas trouvé d'informations sur les manifestations de dévotion qui entouraient ces manuscrits, mais les feuillets de Doha laissent penser qu'il a servi de source pour des amulettes. C'est à mon sens la raison des découpages de décors constatés sur ces feuillets qui ont été séparés du reste du manuscrit à une époque indéterminée mais ancienne. Le Coran de Tashkent, dont les dimensions ne pouvaient manquer de susciter révérence ou admiration, s'inscrivait dans la logique du hadith de Omar que j'évoquais en commençant. Sa présence Samarcande, et l'image du Coran de Mashhad Hossein vous donne une idée de ce qu'il représentait à l'origine, sa présence à Samarcande à l'époque de Timour a pu faire venir au prince ou à un calligraphe l'envie d'émuler le calife. On ne peut en effet s'empêcher de penser au Coran dit de Baysungur,
mais produit pour Timur, vraisemblablement destiné à en juger notamment par ses dimensions de 1,77 m sur 100, imaginez un Coran qui m'arrive ici, à être placé sur le lutrin monumental qui était situé devant la mosquée dite de Bibi Hanoum. Merci. J'ai une question plus générale sur les Corans. Alors, je me demandais si la pratique de l'analyse carbone 14 est un processus qui est plus répandu maintenant où il y a encore des hésitations à dater en général des manuscrits sacrés. En fait, les datations par cette méthode se sont multipliées au cours de ces dernières années, notamment parce que la quantité de matériaux nécessaires pour une analyse a diminué de manière considérable. Et donc, autrefois, il fallait, disons, un demi-feuillet pour réussir à faire une analyse. Maintenant, on est à quelques millimètres carrés. Les conservateurs se laissent du coup convaincre plus facilement de faire cette analyse. Et comme disons, la chronologie des tout premiers Corans est un élément assez sensible, les réponses que le carbone 14 apporte sont très importantes. Cela étant, il faut mettre un bémol parce qu'il me semble que les datations ont tendance à être plus anciennes que le document lui-même. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien pourquoi. J'en ai parlé à plusieurs reprises avec des spécialistes, enfin des gens de la physique. Le problème n'est pas ne sont pas les instruments de mesure. J'ai fait faire, par exemple, l'analyse du même fragment dans 2 laboratoires différents et les résultats coïncident. En revanche, par rapport à la paléographie, par rapport à d'autres données, et dans un cas même par rapport à un colophon, on a peut-être un demi-siècle d'écart. C'est la raison pour laquelle certaines des datations tombent même avant le début de l'islam. I'm sorry, is it possible, one question to Professor Desroches? And as you know, we have 2 copies in Tashkent, 2 copies of Quran. And maybe you mentioned in your presentation, but it was no translation. That's why I would like to ask you a question. Which one from the 2 Qurans, one of them called Qatar Langar and another one from the Library of the Muslim Board of Library of the Muslim Board, and which one from of these 2 Qurans closer to be Ottoman Osman Quran? Is my questions, which one is closer to be Osman Quran? Katalangar or that one which is in the library of the Muslim Board? For various reasons, the Katalanga Quran is closer. It's, let's say, first half of the 2nd century of Hijra. It's the script and the orthography are in, let's say, in a stage which is between the earliest ones, which are dated to the end of the 7th of the 1st century, and the big Quran from Tashkent, which is end of the 8th century. Actually, I suggest that it was produced during the reign of Caliph al-Mahdi.